Bonjour, thank you for coming. I am Kafila, but you guys all know that, here with my colleague Isabella. Obviously, we wanted to take advantage of being in person, but we did have that unexpected power outage, so we are coming to you guys from our homes, representing Lincoln Alexander's Francophone Students Association, LAFSA. We are particularly excited, juste à cause du fait que ceci serait le premier événement complètement bilingue à la faculté, je pense. We want to be accessible to all as much as possible, which is why we are going to be kind of transitioning back and forth in between English and French. Since this is all via Zoom, please bear with us through any technical difficulties. We are presenting to you from Toronto, which is in a dish with one spoon territory. The Dish with One Spoon is a treaty between the Anishinaabe, Mississaugas, and Haudenosaunee that bound them to share the territory and protect the land. Subsequent Indigenous nations and peoples, Europeans, and all newcomers have been invited into this treaty in the spirit of peace, friendship, and respect. Alors oui, comme Kofi l'a mentionné, c'est un grand plaisir d'accueillir nos conférenciers qui représentent la profession juridique, mais aussi des praticiens qui représentent le monde académique. Alors, so to begin, we would like to welcome our panelists. So first, we are joined by Lincoln Alexander's very own Assistant Dean DeMello and Professor Evans Cameron, and they were one of the first to reach out and express their support for LAFSA, so we're very grateful for that. Thank you. So aside from valiantly serving as the Assistant Dean of Lincoln Alexander School of Law, Dean DeMello is also a proud Francophone, which we did not know. She holds both a common law and civil law degree from McGill University, and prior to joining the law school, she also served as a human rights lawyer. So à sa gauche, pour moi, c'est la professeure Hilary. Ah oui, je suis pas francophone, I'm francophile. J'adore la langue et j'adore la culture québécoise, mais je suis pas francophone. D'accord, merci pour cette clarification. OK, merci. Alors, à sa gauche pour moi, c'est la professeure Hilary Evans Cameron. Alors, comme avocate plaidante, elle a représenté les demandeurs d'asile pendant une décennie et détient maintenant un doctorat en droit des réfugiés de l'Université de Toronto. And now she is responsible for our legal education. So we're very happy to have both of you here with us. I'm hoping I don't butcher any of my lines, but du Centre francophone du Grand Toronto, on a avec nous maintenant student at law Samuel Boutillier, qui a étudié à l'Université d'Ottawa, et on a aussi l'avocate Sonia Vucicevic, j'espère que c'est correct. Parfait. So the CFGT is a legal aid clinic which contributes to the well-being of Toronto's Francophone community. Maître Vucicevic est aussi membre de l'AGFO. And speaking of the AJEFO, we also have with us Maître Marc Sauvé, le président de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, dedicated to advancing equitable access to justice in both official languages. And certainly, last but not least, we are thrilled to be joined by Maître Christian Saad. Please correct me if I've mispronounced that. Okay, la directrice du programme de pratique de droit à l'Université d'Ottawa. Elle est membre d'un comité consultatif de procureur général sur l'accès à la justice en français, ainsi que dans le groupe de travail sur l'inclusion et la diversité de l'AGFO. So we're very excited to begin the conversation with our esteemed panelists. So the first question will be in English, and it's open to all of you, so feel free to chime in. So for our panelists whose mother tongue isn't French, why did you decide to learn the language, and in what ways do you continue to leverage your multilingualism within your careers? Moi, je peux commencer. Okay. Alors, moi, je suis venue au Canada quand j'avais 3 ans, à Montréal. Puis c'était ma mère qui voulait que j'apprenne français. Pour elle, c'était important, que comme Canadienne, que je parle français et anglais, et je ne voulais pas. Et c'est merci à ma mère qui pensait que c'était très important et qui me mettait dans des camps, qui voulait que je connaissais des francophones et la culture. Et pour elle, elle a dit, si tu veux être canadienne et travailler ici, c'est important de pouvoir travailler dans les 2 langues. Et puis après ça, après quelques années, j'ai fait un programme d'immersion. On est venu à Toronto. Et après ça, c'était plus la culture, honnêtement, pour moi, que j'ai beaucoup aimé. Je me sentais plus à l'aise
avec la communauté francophone et franco-canadienne, les Acadiens, les Franco-Ontariens. Culturellement, je suis juste beaucoup plus proche. Comme on soupe plus tard, on part plus tard, on se parle beaucoup plus de famille. Il y avait des choses qui m'attiraient. Et puis, j'ai étudié en français. J'ai fait mon bac en droit à McGill en français et anglais. Et je suis d'accord avec ma mère que ça aide beaucoup de pouvoir parler les deux langues et travailler dans les deux langues et connaître comme la diversité, les cultures des gens qui ont fondé le pays avec les gens autochtones. Alors, ça, c'est mon histoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, je crois que ça toujours commence avec les mères, c'est vrai, c'est vrai. I have the pretty much same origin story, Yeah. so that's very funny. Moi aussi, j'allais dire la même chose, ça a commencé par ma mère. T'es ma sœur d'âme, quoi. Alors moi, je suis venue à 5 ans, et puis c'est ma mère qui a dit, oui, en tant que Canadienne, il faut vraiment que tu apprennes le français. Et la même histoire, j'ai vécu à Montréal, j'ai fait des études, je suis d'origine anglophone, famille anglophone, mais j'ai appris le français à l'école, puis j'ai vécu à Montréal des années durant, puis comme ça en tant que réfugiée, avocate en droit des réfugiés, pour moi, c'était un immense bénéfice puisque mes clients beaucoup d'entre eux étaient francophones. Alors, j'avais des clientes francophones, surtout de l'Haïti, du Congo, du Rwanda, du Burundi. Alors, et puis maintenant, j'ai des petits-enfants franco-ontariens. Alors, j'élève de petits franco-ontariens chez moi. Alors, mais plus que ça, juste pour pouvoir être capable juste pour d'aller à des colloques et puis pouvoir parler avec des collègues dans leur langue, c'est toujours, c'est formidable, c'est faire partie d'un groupe et tout comme Tony, comme tu disais, pour moi, c'est une culture que j'adore et je me sens tellement accueillie, j'étais accueillie bras ouverts. Alors, en tant qu'anglophone, je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, même pour toutes les erreurs qu'on fait en parlant. En français, il n'y a personne qui nous juge. C'est vraiment accueillant. Ouais, alors, je trouve que je remercie ma mère. je lui dis un grand merci d'avoir insisté. Prof. Evans Cameron, est-ce que vous parlez français chez vous parfois ou c'est plutôt anglais? C'est tout le temps avec les enfants. Je les élève en français. Alors, je parle uniquement en français avec mes enfants. Puis mon conjoint, c'est un Américain unilingue anglophone. Alors, on fait un peu la danse. Alors, ce qui veut dire que mes enfants parlent franglais à la maison. Oui. Moi, si je peux juste ajouter, j'ai trouvé ça très intéressant, vos remarques. Je pense que ce qui est particulier pour le français, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui éprouvent vraiment du plaisir à parler la langue. Chaque fois que j'entends des gens dont c'est pas la langue maternelle, ils disent « Oh, mais j'adore parler cette langue, j'adore ». Donc, il y a vraiment cette constante que les gens vraiment éprouvent du plaisir à parler le français. Et je pense que ça se voit au fait dans les interactions avec les clients. Ça vous permet en fait de rentrer vraiment, comme vous le dites, dans le mental de vos clients. Je pratique aussi comme madame principalement le droit de l'immigration et la protection des réfugiés. Et donc, cette connaissance de la langue me permet vraiment d'aller dans le bas fond du problème, je pense. Parce que le problème est tellement... c'est vrai, c'est aussi psychologique. Donc, la langue, c'est très psychologique. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par une certaine langue? Pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de psychologie dans ce sens-là. On essaie de connecter avec le client, d'avoir cette communication qui s'effectue de manière efficace. Et c'est de la langue qui vous permet ça, justement. D'où l'importance, je pense, de parler la langue du client. Vraiment, pas juste sur les bords, mais vraiment comprendre le client, vraiment comme il faut. Oui. Merci pour cela, rentrer dans leur mental. C'est une good line. Oui, Maître Sad, allez-y. Oui, donc pour enchérir, donc moi je suis aussi issue d'immigration. Je suis arrivée en tant qu'adolescente au Canada, mais j'avais commencé à parler le français dans mon pays d'origine. Donc je suis d'origine libanaise. Puis j'ai pu avoir le privilège de découvrir la diversité de la francophonie. Donc du Liban, on est beaucoup plus proche de la francophonie européenne. Alors qu'ici, arrivé aussi à Montréal, où j'ai grandi, donc j'ai passé une bonne partie de mon adolescence, une bonne partie de ma vie adulte, où j'ai pu côtoyer justement plusieurs cultures, de comprendre ces nuances qui m'aident aujourd'hui dans ma profession juridique.
Et je pense que c'est ça qui fait une richesse, puis de vouloir vraiment comprendre ces différences, mais qui en fait le point commun, qui est cette francophonie. Merci beaucoup. Alors, s'il y a d'autres commentaires que vous voulez donner à ceci, soyez libre, mais je vais le transitionner à Kafila pour la prochaine question. Oui, parfait. Je voulais dire, c'est si intéressant car je suis complètement d'accord avec la richesse de savoir une autre langue, même la langue française ici au Canada. Je pense que c'est assez important et juste to connect back to my mom, she always did say that I would not regret learning the language. And lo and behold, it really did get my foot in a very important door when I needed it. Sorry, I will move on to the next question though, because I could talk about my mom for the rest of my life. This question, c'est directé juste à Sonia et Samuel. Est-ce que vous pouvez nous parler à propos de votre travail et les communautés que vous aidez au CFGT? Oui, donc merci pour la question. Donc, comme vous savez, nous sommes une clinique d'aide juridique qui dessert vraiment les communautés francophones défavorisées au point de vue financier et aussi à d'autres niveaux. Donc, ce n'est pas juste la précarité financière qui est la déterminante pour pouvoir bénéficier de nos services, mais je dirais une vulnérabilité dans le sens large du terme. Donc, on assiste et je pense que c'est une énorme opportunité de pouvoir aider les gens, les francophones démunis qui se sentent délaissés par la société. Donc, on a oublié, en quelque sorte, que le système a oublié. Donc, ce travail qu'on fait est personnellement, je parle en mon nom et Samuel aura la chance de partager son vécu aussi à titre de stagiaire. Mais à titre d'avocate, je peux dire que je me sens, ce type de travail que je fais, donc juste pour vous donner un bref aperçu, on fait donc principalement, on pratique le droit de la pauvreté. Qu'est-ce que le droit de la pauvreté? Donc, tous les domaines du droit qui touchent particulièrement les populations défavorisées financièrement. Parce qu'on s'est rendu compte que certains domaines de droit ont un impact particulier sur la population qui est précarisée financièrement, tels que droit de l'emploi. Donc, quelqu'un qui a des problèmes, qui est dans la pauvreté, dans la précarité, aura probablement des problèmes d'emploi. Ces problèmes d'emploi vont agir sur la famille. Il y aura probablement des problèmes de nature familiale, éducation, etc. Donc, tous ces enjeux sont très interreliés. Donc, il est difficile d'observer la problématique juste d'un point de vue sans voir le tout. C'est pourquoi la beauté donc, du travail des cliniques, c'est qu'on remarque la problématique dans toute sa complexité et on aide le client à tous les niveaux. Et en fait, ce qui est très beau dans le centre francophone, c'est qu'on a justement, c'est un centre multiservice. Donc, souvent, les clients que j'assiste ont des problèmes non seulement de nature juridique, mais également de nature, ils ont des problèmes de nature psychologique aussi. Donc, ils vivent une énorme détresse, un énorme stress. Et c'est sûr que ça va impacter leur vie psychologique également. Donc, tout ça pour dire que donc, on dessert principalement qu'est-ce que le droit de la pauvreté? C'est le droit de l'emploi. Donc, le gros de ma pratique, c'est vraiment le droit de l'immigration et la protection des réfugiés. J'ai la chance de représenter les demandeurs d'asile devant les autorités décisionnelles du Canada et aussi droit de l'emploi, droit de la famille et d'autres aussi, aide sociale. Donc, c'est ça, nous avons cette chance en fait d'aider, de protéger ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont dans cette position lorsqu'on observe cette position de pouvoir, par exemple dans le contexte de l'emploi, ils sont vraiment défavorisés, il y a un grand déséquilibre de pouvoir. Donc, d'où la motivation, elle est encore plus grande de les défendre, personnellement pour moi. Plus la personne est vulnérable, plus je me sens motivée à protéger cette personne. Je pense que c'est un instinct, presque un réflexe. C'est comme lorsque vous êtes vis-à-vis d'un enfant, lorsque vous êtes un parent, vous voulez protéger l'enfant. La vulnérabilité est derrière. Donc, c'est vraiment ça un peu le dénominateur commun. Et le travail est très valorisant. Je peux vraiment conseiller tous les étudiants, tous vos collègues
les étudiants, futurs avocats, si la justice sociale vous tient à cœur, sachez que vous allez faire du travail qui est très valorisant. Ça va peut-être pas vous apporter des millions, c'est pas très lucratif, mais vous allez changer la vie des gens pour le meilleur et parfois vous allez souvent sauver la vie des gens et ça, c'est vraiment hors prix. Donc, je vous encourage fortement, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si le cœur y est, de vous lancer dans cette carrière parce que vous allez vraiment vous sentir aligné avec votre objectif, vos aspirations professionnelles. Vous allez vous sentir comme si vous faites du travail qui a du sens. Et ça, pour moi, c'est personnellement très important. Samuel, je ne sais pas si tu voudrais partager aussi un peu de ton expérience, ton vécu. Oui, oui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je peux partager un peu de ce que j'ai, mon expérience jusqu'à date. Ça fait maintenant 2 mois. Ouais, c'est ça, 2 mois que je travaille au centre. Et déjà, j'ai trouvé que, alors, puisque je travaille sous Sonia et qu'elle me supervise, je fais souvent beaucoup de droits de l'immigration et des réfugiés, donc avec des nouveaux arrivants. Mais on a une clientèle quand même assez diversifiée, francophone. Donc, des gens qui viennent de toutes sortes de milieux. C'est ça, ce qui est génial de ce que Sonia a dit avec les services du centre, c'est vraiment que c'est multidisciplinaire. Donc, quelqu'un va peut-être demander de l'assistance de nos services d'aide sociale et s'il y a des problèmes juridiques, ils vont se référer à nous. Et donc, avoir ce genre d'écosystème interne, je pense que ça donne comme vraiment cette aide holistique pour des gens, pour toutes sortes toutes sortes de problèmes juridiques, mais sociaux aussi. Et donc, j'ai pas seulement eu la chance de faire du droit de l'immigration, mais même du droit du logement, du droit des contrats. Et donc, on est toujours là pour aider et essayer de servir les clients à faible revenu avec des problèmes de ce genre. Parce que l'autre affaire aussi, c'est que à Toronto, il y a quand même une minorité francophone et donc, des fois, ça peut, sans l'assistance d'un centre comme ça peut être difficile pour des francophones, surtout des nouveaux arrivants qui ont parfois le français, c'est leur 3e langue. Ça peut être très difficile de trouver des services. Mais donc, c'est ça que j'ai trouvé avec le centre, c'est qu'ils ont vraiment cette opportunité-là de recevoir l'aide qu'ils ont besoin pour effectuer, ouais, pour résoudre ces problèmes-là. Et donc, ça fait du bien de faire ce genre de travail avec Sonia et c'est une très belle expérience jusqu'à présent. C'est mutuel, Samuel. On est très chanceux de l'avoir dans notre équipe, vraiment. Merci. I just wanted to quickly add before I pass the mic off to Isabella that at Lincoln Alexander, I think one of our biggest unifying things for the entire student body and our faculty is how much we all are truly passionate about access to justice. So I'm really excited about you guys being here and I mean everyone on our panel really, because I think that's something we all do have in common. So I really love hearing you guys talk so passionately rather about the work that you do. I wanted to say that in English just in case people that are just tuning in, I don't know. But I will pass the mic off now to Isabella for our next question. Thank you. Thank you, Kafila, et merci à Sonia et Samuel pour cela. Alors, on va transitionner maintenant à l'AGFO, à Maître Sauvé. Donc, l'AGFO a aussi comme mission le but de faciliter un accès égal à la justice en français. Alors, Maître Sauvé, dans votre capacité comme président de l'AGFO et comme président dans ces derniers 2 ans, comment avez-vous, dans votre travail, pu faciliter l'accès à la justice dans une façon égale pour les francophones? Merci pour cette question. Je dois admettre toutefois qu'à l'AGFO, c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais on est un conseil d'administration qui est composé d'environ une vingtaine d'avocats ou juristes. Puis, on a des sous-comités. Donc, je te dirais qu'on a une quarantaine de personnes là. On a également un personnel d'environ 20 à 25
avocats en tout temps. Donc, c'est quand même un travail d'équipe. Je ne peux aucunement prendre le crédit. Mais comme président, je suis souvent appelé à être le porte-parole de la GEFO. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a eu le dépôt de le projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, ça a été relâché par le ministère des langues officielles, la ministre Joanne Petitpas-Taylor. Puis, par exemple, demain, il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. Puis, c'est notre rôle de soulever certains points pour s'assurer que la communauté, les juristes, autant que la communauté francophone, soient mis au courant de ce genre de choses. J'ai également été appelé à porter des commentaires, mais également à témoigner devant le Parlement provincial sur des projets de loi, dont la loi sur la modernisation des services en français, qui est plutôt provincial. Puis ça vient d'être passé il y a quelques mois. Avant ça, j'ai également témoigné devant le Parlement pour le projet de loi qui permettait le dépôt de tous les documents devant le tribunal dans les 2 langues. Ça, c'est tout récemment qu'on avait le droit de faire ça. Donc, à titre de président, je suis souvent appelé à être le porte-parole, mais c'est toujours un travail d'équipe. Et donc, je ne peux vraiment pas prendre le crédit là, sur ce point-là. Merci beaucoup pour ce behind the scenes view sur le monde de la GEFO. Alors, Kafila, je crois que tu as aussi une question pour notre prochaine panéliste. Oui, c'est pour la maîtresse Saad et c'est drôle car elle aussi travaille avec la GEFO, donc c'est parfait ça. Et aussi, je pense que Sonia, je pense que j'ai vu votre nom aussi avec la GEFO. Oui. Donc, tout le monde presque. Il faut tout le monde. Soit tout le monde devrait être membre. C'est gratuit pour les étudiants. Puis pour les avocats, ça ne coûte pas cher. C'est mon plug là, à GEFO. C'est genre 180 $. Et tu vas avoir ton CPD gratuitement par la suite. Je sais que ce n'est pas important pour vous maintenant, mais plus tard, vous allez voir que c'est très, très, très économique. Puis, je vous encourage à aller sur le site. Littéralement, ça va vous prendre 1 minute. Vous pouvez probablement le faire en ce moment. Puis, vous allez devenir membre de la GEFO. Puis, ça vous donne accès à tous les jobs qui sont disponibles en français partout en Ontario, par exemple. C'est un des services qu'on a. Super bien fait, Marc. Yeah, that was very well done. Super bien fait. Et aussi, je peux rajouter aussi un programme de mentorat pour les jeunes juristes aussi, à ne pas oublier. Et puis le prochain congrès, Maître Sauvé, il faut le mentionner, on sera chez vous à Toronto. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, notre prochain congrès, c'est, je crois, le 9 ou les 10, ou le 10 et le 11. Si vous voulez venir le 9 aussi, on va vous voir le 9. Mais c'est à Toronto cette année. Puis, on a des taux très abordables pour les étudiants. Si vous voulez participer virtuellement, c'est possible aussi. Ça va être un congrès virtuel. Puis, littéralement, vous allez pouvoir rencontrer des juges, des profs, des juristes de haute gamme que généralement, on n'aurait pas nécessairement accès, mais là, on peut les côtoyer dans un contexte de cocktail. Puis, c'est vraiment, je peux vous dire que j'ai déjà vu des étudiants décrocher des stages, décrocher des emplois simplement en se présentant à ce genre d'événement. Donc, je vous encourage fortement à vous présenter lors de notre congrès. I may have to join. It's my second shameless plug, but now I'm done. OK. Je crois que Dean DeMello. Oh, je m'excuse. Allez-y. Non, c'est vrai, pour le réseautage, c'est très important d'être membre. Et aussi, c'est vrai ce que Maître Sauvé dit. C'est absolument vrai. I'll probably end up joining right after this presentation. But Maître Saad. Oh, désolé. Maître Saad disait aussi le programme de mentorat, je pense qu'elle voulait en parler aussi. Ça aussi, c'est une très belle opportunité aussi. Oh, fantastique. Mais maintenant, je veux continuer jusqu'à, in the interest of time. C'est une question pour Maître Saad, mais
it will be open to all of you guys afterwards as well, because I think it's a very interesting question. Donc, Maître Saad, à votre avis, est-ce qu'on a besoin de plus de juristes multilingues? Et qu'est-ce que les facultés de droit peuvent faire pour faciliter l'accès à la justice en français? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. La réponse à la première, est-ce qu'on a besoin de plus de juristes bilingues ou multilingues? La réponse est simple, oui. Et pour plusieurs raisons, puis je vais en mentionner principalement deux. La première, c'est qu'il y a dans le monde francophone une pénurie de juristes francophones, surtout dans certaines régions, comme dans le nord de l'Ontario, l'Est. Donc, il y a une pénurie. Donc, c'est un avantage pour les francophones, les francophiles, de servir donc cette pénurie-là. La deuxième chose, c'est qu'en regardant les chiffres, donc des prédictions démographiques de l'Ontario, on estime que la migration nette va constituer 86% de la croissance d'ici 2046. Et puis, par rapport aux francophones, actuellement, donc, selon les derniers recensements, 37% de la migration francophone provient de l'Afrique, 27% d'Europe et 20% d'Asie. Donc, le 17% qui reste, c'est l'Amérique. Ça veut dire beaucoup de cultures, beaucoup de clientèles diverses qui ont besoin d'être servies. Donc, d'où le besoin d'avoir des juristes compétents en termes culturels, mais aussi en termes linguistiques. Et donc, une invitation pour vous qui êtes déjà bilingue, donc c'est un avantage pour vous. Et puis, notamment, donc, cette croissance va se démontrer aussi dans les prochaines années parce qu'actuellement, 58% des francophones de l'Ontario, qui sont autour de 623 000, sont nés en Ontario. Mais si on projette cette croissance en 2046, ce pourcentage-là risque de diminuer. Et ceux provenant d'ailleurs, mettons le 25% qui sont nés à l'extérieur du Canada, bien, ce pourcentage-là va augmenter. Donc, c'est de la clientèle éventuelle pour vous qui va être mieux desservie. L'autre problématique qu'on voit aussi et qui serait un avantage à servir, c'est que si on n'offre pas ces services juridiques en français, si on ne répond pas à ce besoin, bien évidemment, on a cette dilution ou cette peut-être assimilation de la francophonie. Donc, il y a ce double enjeu à considérer. Donc, ça, c'est par rapport à la première question. Votre deuxième question, qu'est-ce que les facultés peuvent faire? Donc, la première chose, donc, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'accès à la justice en français? C'est de sensibiliser, d'en parler, comme on fait aujourd'hui, comme vous en faites sûrement dans d'autres événements dans la faculté. Éduquer les étudiants, et non pas juste du point de vue théorique, mais les mettre vraiment dans un laboratoire pratique, dans un milieu clinique, comme par exemple ceux où on a mentionné tantôt, mais aussi dans le milieu universitaire où on peut pratiquer, passer de la théorie à la pratique, rencontrer des clients, mettre l'accès à la justice en œuvre. Parce qu'en bout de ligne, c'est quoi l'accès à la justice, à part un beau mot qu'on aime bien lancer tout le temps, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès aux gens compétents qui sont prêts à nous servir, mais aussi à tout un réseau. Et c'est pour ça que tantôt, quand on parlait pourquoi tout le monde est membre de la GEFO, mais c'est tout l'écosystème francophone où des joueurs clés doivent travailler en collaboration, ne pas travailler en silo. Et donc, ça, c'est la deuxième chose que les facultés pourront faire, c'est donc ne pas travailler en silo, mais de travailler vraiment en collaboration avec toute la communauté juridique et communauté en général pour comprendre l'accès à la justice, y répondre et inviter les étudiants et étudiantes à y contribuer. Donc, amener à une différence et avoir un impact. Merci beaucoup pour cela. Alors, je crois que ceci, c'est un parfait, je ne sais pas comment dire, segue, mais segue, je vais le dire, pour notre faculté. Alors, on va diriger cette question vers la doyenne Dean DeMello
et Professeur Hilary Evans-Cameron. So I'll ask this question in English just for the interest of all our students here so they can also understand, but feel free to respond in whichever language you prefer. So after hearing what's currently being done, and of course our law school is kind of new on the scene, how can legal education prepare future legal professionals in terms of maintaining their readiness, but also how can law students then equip themselves within the legal education context in terms of being able to function within the linguistic diversity that's inherent within Canada's bijural system? Moi? C'est une très bonne question. Alors, écoutez, moi, je dirais que je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones, il y a beaucoup d'allophones qui manquent de confiance, qui parlent français, qui parlent un peu de français, qui parlent assez bien le français, mais ils disent « Oh non, je ne pourrais jamais plaider, je ne pourrais jamais parler avec un client, c'est mon français pas parfait. » Et je pense que ce que vous êtes en train de faire ici ce soir, par exemple, c'est d'encourager les gens juste de ne pas avoir peur, n'est-ce pas, que ça va, on fait des fautes, c'est pas grave. Et alors, concrètement, un petit certificat en français juridique, ça aiderait beaucoup, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on aura la capacité de l'offrir ici à la fac ou ailleurs dans l'université. À l'époque, ça c'est il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, j'ai fait à l'Alliance française un certificat en français juridique quand je commençais à plaider. Mais le problème, c'était que c'est une vieille histoire, mais ça se passait entièrement en Europe. Alors, le droit qu'on apprenait, la terminologie qu'on apprenait, c'était tous les niveaux, les échelons dans l'ordre européen de tel et tel. Et j'ai dit, petite histoire, mais j'ai dit à l'enseignant à un certain moment, « Ah, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas, par exemple, une juridiction ici au Canada francophone. C'est vraiment dommage. » Et elle était comme, « Ouais, ouais. » J'ai dit, « Non, mais franchement, c'est pas possible d'avoir un cours de français juridique canadien. » Alors ça, c'est une vieille histoire, je ne sais pas, peut-être, j'imagine qu'on a maintenant plus à offrir à nos étudiants. Mais par exemple, avant de venir à la fac, je travaillais à l'Université de Toronto, j'avais des étudiants de premier cycle, quatrième année, dans un programme qui s'appelait Ethics Society and Law. Alors, la grande majorité voulait devenir des avocats. Et ils me demandaient toujours quel cours est-ce que je devrais prendre pour me préparer pour devenir avocat, si je m'intéresse par exemple à devenir avocat en droit des réfugiés. Et on avait tout un tas de cours qui étaient désignés comme pre-law. N'est-ce pas? Est-ce que je devrais prendre le cours sur comme l'histoire de la théorie juridique, éthique, de blabla? Je disais non, mais prenez un cours de langue. La langue que vous parlez déjà à la maison, prenez un cours dans cette langue-là pour améliorer vos compétences. Comme ça, vous aurez accès à toute une communauté de gens avec qui vous pourriez avoir des relations en tant que client. Alors, moi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose en théorie, quelque chose comme ça à la fac de droit pour aider. Oh, j'adore cette idée. En plus, moi, je dirais que ce que Christiane a dit, je trouve ça vraiment important qu'on doit sensibiliser les gens un petit peu dans la fac, et ça c'est à moi et à nous comme profs et staff qui travaillent dans la fac. En plus, je pense que c'est important de parler des thèmes nuancés, de problèmes de racisme dans la communauté francophone qu'on a dans la communauté anglophone. Mais une des raisons pour laquelle je suis partie de Montréal, c'est que j'avais peur que je ne pouvais pas avancer à un niveau où je voulais me rendre parce que je ne suis pas francophone. J'adore la langue, la culture, comme j'ai dit. Mais il y a des barrières qui existent dans des communautés francophones pour des gens racialisés. Et souvent, on se défend en disant non, c'est qu'on protège la langue, mais souvent, je vois ça comme une manière de se défendre au lieu de confronter la réalité qu'il y a un racisme fort, très fort dans quelques communautés francophones. Et souvent, on ne parle pas de ça parce qu'on dit non, c'est la langue, c'est pas une question de race. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de travailler dans des communautés francophones blanches où ils ne vont pas pouvoir ou avancer ou se sentir à l'aise ou chez eux. Je sais que le thème d'islamophobie que j'ai vu quand j'ai habité au Québec, pour moi, c'était fort, vraiment fort. Et on ne parlait pas assez de ça. Alors, je pense que c'est aussi important de dire aux gens, on veut qu'on apprenne la langue française,
mais qu'on peut aussi parler des problèmes que les gens ont quand ils travaillent dans des zones francophones où ils ne se sentent pas acceptés. Il y a une réalité, et tout le monde a parlé de ça, que beaucoup de gens qui sont francophones sont des immigrants racialisés, noirs. Um, et c'est vu d'une manière différente. C'est pas vu, il y a des niveaux de ce que ça veut dire d'être francophone, que moi j'ai eu comme expérience travaillant et dans ma vie au Québec. Je ne pouvais pas croire quand j'étais à McGill qu'il y avait très peu de gens noirs francophones. Là, je demandais le doyen, mais j'attendais ça parce que moi, je travaillais au Sénégal. Puis j'ai dit, oh cool, je vais aller à McGill, on va avoir tellement d'afro-francophones. Et j'attendais ça, il y avait zéro, mais zéro. On avait 2 personnes noires. Et je me demandais, mais où sont les gens? Alors j'ai dit au doyen, on a tellement d'Haïtiens, d'afro-francophones, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas ici à la fac de McGill? Il m'a dit, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils postulent, je ne sais pas. Puis j'étais dans une conférence à UDM et j'ai vu tellement de gens franco-africains et je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ne se sentent pas à l'aise à McGill ou qu'ils sont pas, ils ne sont pas acceptés. Moi, je pense qu'à la fac, on doit avoir ces discussions qui sont difficiles. Et je vois même quand je parle de ça, je me sens un peu nerveuse parce que je ne veux pas critiquer, mais je trouve souvent qu'on ne parle pas assez de ces sujets. Et la dernière chose que je vais dire, je vous passe le microphone, Sonia, c'est que c'est aussi important d'avoir des opportunités où les gens peuvent travailler avec des communautés dans leur langue maternelle, comme Prof. Evans Campbell a dit. C'est important qu'on parle d'améliorer des langues autochtones. Il y a tellement d'avocats qui veulent travailler avec les communautés autochtones, mais en parlant en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre notre langue? Qu'est-ce que ça veut dire de se demander, est-ce que c'est la langue française que je devrais apprendre ou est-ce que je travaille avec une communauté qui parle mandarin ou quoi que ce soit, espagnol? Et comment est-ce qu'on peut améliorer les capacités de parler dans des langues différentes pour les étudiants? Parce que c'est quelque chose de très important. Alors, une de mes tâches, c'est d'avoir des occasions et des opportunités pour que les gens puissent parler dans des autres langues. Et on essaie de faire ça dans le fac. Je vous passe la voix. Merci. Merci, c'est très intéressant ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je peux vous partager mon expérience. Lorsque vous travaillez dans une clinique juridique, vous êtes toujours un peu en dehors de votre zone de confort. Vous êtes vraiment un peu sur les bords de votre chaise parce que vous êtes en fait exposé. Vous allez observer et voir les imperfections du système. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant d'encourager les étudiants à se questionner sur la neutralité de notre droit, de notre système. Est-ce qu'on est vraiment, comme vous le dites, il y a les vrais dessous. On va donner un argument, on va dire, oh, mais ça, c'est à cause de la langue. Mais en fait, ce qui est à l'origine, c'est vraiment peut-être un problème de racisme dissimulé. Donc, poser des questions, analyser, aller vraiment dans le bas-fond du fond pour voir, en fait, changer les choses. Voilà. Ne pas avoir d'idées fixes. Et comme vous le dites, observer notre inconscient, essayer de voir où se trouve la faille, où se trouve l'erreur pour justement améliorer le système. Parce que malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais dans le milieu où je travaille, j'ai cette chance de voir les choses telles qu'elles sont et justement d'être, comme vous dites, de ne pas être dans cette zone de confort où « Ah oui, tout va bien, tout va bien ». Non, tout ne va pas bien. Et on est là justement pour pousser les choses pour que ça s'améliore, pour que ça devienne mieux. Mais on a cette chance justement d'être dans le milieu, de voir cette injustice, cette discrimination qui est flagrante. Et parfois, elle prend vraiment des tournures très subtiles. Comme vous avez par exemple parfois des clients qui vont venir vous voir et dire « Ah, mais vous savez, l'employeur me demande d'avoir un accent particulier. Il me dit, et ça peut prendre plusieurs tournures. Ça peut être une personne d'une certaine origine qui a un accent et qui ne correspond pas aux attentes de l'employeur. Il n'est pas un fit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux fit? Ça veut dire tout et rien, en fait. C'est vrai, ça veut dire tout et rien.
Et nous, on est là vraiment à questionner, à analyser les choses, à pousser les choses, à changer changer le monde, vraiment. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est ça en fait. C'est ça qu'on essaie de faire, d'améliorer le droit, d'être à l'origine des modifications législatives si elles sont nécessaires, si on se rend compte qu'il y a quelque part une faille, quelque chose qui devrait être modifié. Et on encourage les étudiants justement à être engagés dans l'activisme, à réfléchir aux problèmes de justice sociale. Justement, j'encouragerais tous les étudiants de votre faculté à se poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai vécu dans ma vie qui m'a poussé à penser d'une certaine manière et de dire, ben, je ne veux plus que ça se reproduise. Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer les choses au niveau du droit, par exemple, puisque ce sera un futur avocat ou une future avocate. OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que c'est au niveau des lois que ça doit être changé? Est-ce que c'est au niveau de la mentalité des gens? Qu'est-ce qu'il y a à court terme? Qu'est-ce qu'il y a à long terme? Je pense que c'est une réflexion qui est extrêmement importante de notre société. Elle commence à l'école, elle commence à la maison. Elle commence aussi c'est à la maison, ça vient d'une discussion avec les enfants, et ça se continue à l'école et ça s'applique dans le domaine du droit et c'est répertorié et c'est reflété dans notre législation aussi. Donc, je pense que c'est vraiment un tout qui doit être fait et comme le disaient Maître Sauvé et Maître Saad, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Mais nous, on a cette chance d'être là. On est en avant-plan. C'est mis en évidence devant nous parce qu'on a la chance justement de voir de la part des clients qui ont malheureusement vécu ces injustices flagrantes, ces discriminations. Ils viennent nous voir, ils disent « Aidez-moi, j'ai rien fait et pourtant j'ai perdu mon emploi. » Voilà. Et parfois, comme vous dites, il y a parfois des raisons qui sont discriminatoires, donc le code est en question. Voilà, ça c'est ma réflexion sur le thème. Je pense qu'il faut se poser des questions. Oui. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Maître Saad. Oui, donc pour enchérir sur votre question, donc nous, mon travail est au carrefour après la faculté, mais cette transition nécessaire pour faire l'entrée dans la profession juridique et comment intégrer donc les minorités que vous avez mentionnées, donc qui se retrouvent dans des situations avec une double ou triple minorité. Donc, si on regarde une femme noire qui essaie de faire son entrée dans la profession, donc, puis on essaie de regarder dans le concret comment on peut faire en facilitant des programmes de mentorat, en appuyant donc de différentes façons de l'aide ou développement de carrière. Donc, on a une approche vraiment intégrée au programme de pratique de droit pour aborder ces questions-là. Mais les questions, on ne se les pose plus, on en discute de façon un peu plus ouverte, puis voir comment on peut aider les juristes, donc les futurs juristes à faire cette transition, comment on peut les aider, mais aussi voir où est-ce qu'on peut travailler en équipe dans la communauté juridique pour faire ce travail de sensibilisation. Heureusement, dans les dernières années, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion, etc. Tout le monde est un petit peu conscient que c'est important d'avoir une profession à l'image de la société, donc diverse, mais il y a encore beaucoup de travail de passer à la diversité, mais la difficulté de vraiment l'inclure, parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est un effort qui peut être colossal pour certains milieux, et c'est vraiment important de passer au-delà de la case à cocher, voici notre diversité, juste pour avoir l'image, mais c'est des conversations qui doivent être faites ensemble. Et puis, un des conseils que je pourrais donner aux étudiants et étudiantes, c'est impliquez-vous dans la communauté juridique. Je reviens à la GEFO parce qu'on est bien représenté ici. Il y a des comités, des étudiants, des groupes de travail auxquels les étudiants peuvent déjà peut-être s'imbriquer pour collaborer. L'Association du barreau de l'Ontario, puis il y a plein d'autres associations auxquelles, quand vous êtes intégrés, puis ça permet de passer le message, ça permet de comprendre, d'interagir et de trouver les mentors et les parrains. Donc, après le mentorat, il y a le parrainage qui vous permet de dans le fond, de vous tailler votre chemin par la suite. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est bizarre pour dire maintenant, mais Professor Evans-Cameron, I'm not calling on you, so please go ahead.
Oui, merci. Oui, je voulais juste dire un immense merci à Doyenne de Mello parce que pour avoir dit ce que vous avez dit, et c'est chaque fois que vous parlez, j'apprends quelque chose et ça me sauve les yeux, vraiment, franchement, comme phrase par phrase. Et parce que je me suis rendu compte que, alors me voilà il y a une demi-heure en train de dire, oh, mais la communauté francophone est tellement chaleureuse et accueillante et c'est super, n'ayez pas peur, plongez tout le monde. Et bien sûr que ça a été mon expérience, mais je n'ai pas regardé autour en disant, alors merci d'avoir dit ce que vous avez dit. C'est vraiment, évidemment, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que, enfin, je pense que il faut vraiment mettre un peu au milieu de la conversation, comme vous avez fait, le fait que c'est pas confortable pour tout le monde. C'est pas évident pour des raisons assez évidentes. Merci. Merci beaucoup. Maître Vučičević, si vous voulez aller aussi ou non? Ah non, c'est la main était là, je pense. La main ancienne, comme on l'appelle. Mais j'aimerais dire que Hillary Evans Cameron, c'est une âme sœur. Et je veux aussi dire que les gens m'ont accueilli. En général, c'est vrai. Je me sentais très à l'aise chez moi, mais il y avait beaucoup de moments où je voyais une division de laquelle on ne parlait pas. Et on utilisait une idée de protéger une langue pour couvrir une racine qu'on ne doit pas accepter. C'est pour cette raison que je pense que beaucoup de gens résistent. Et comme des gens francophiles, comme moi, j'adore parler français, je force mes amis québécois de me parler en français. Et tout le monde parle mieux anglais que moi, je parle français. Puis moi, je réponds en français parce que je ne veux pas le perdre. À la fois, je pense que c'est très important qu'on se demande si c'est qu'on veut protéger l'idée de parler beaucoup de langues ou parler la langue des personnes qu'on sert, au lieu de dire on est un pays qui est bilingue, français, anglais et point. Maintenant, on se demande à chaque niveau, est-ce qu'on devrait apprendre des langues autochtones pour les enfants dans nos écoles, pour savoir comme qui a fondé ce pays et comment est-ce que ça change la relation entre les gens autochtones et nous qui sommes venus comme immigrants si on apprend leur langue. Et je pense que pour moi, sensibiliser les gens pour ce qu'ils veulent apprendre le français, c'est aussi dire d'apprendre la langue qui vous sert, qui peut servir vos clients. Merci beaucoup. Oui, ça me rappelle du proverbe, quand vous parlez à quelqu'un dans leur langue maternelle, vous parlez à leur cœur. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a quelques minutes qui nous restent. Alors, Kafila, est-ce que tu veux qu'on l'ouvre pour les questions de l'audience? So for everyone that's listening, I don't know your levels of French individually, but we did want to have kind of a Q&A session. I don't know how comfortable you guys do feel, though. Might be an intimidating crowd, but if you guys do have any questions, you're welcome to message them to us, Isabella and myself in the chat. Or if you do want to give a stab at it, you are welcome to pose your questions freely. But we'll give you a couple of seconds. Yeah, please ask in English and maybe they can answer you back in French. It's totally up to you guys. Une des choses qui peut aider beaucoup, c'est d'aider les gens à apprécier la langue française sans que ça soit comme un devoir. Et ce que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est moi, je regarde des films québécois, français, en français avec des sous-titres parce que je ne suis pas francophone. Et ça aide beaucoup si vous voulez, les étudiants qui sont ici, apprendre et améliorer. C'est quelque chose, c'est fun. En plus, moi, j'adore et je préfère comme station de radio Choc FM. C'est cool, j'aime la musique, puis j'apprends. Et c'est une manière de comme s'intégrer un petit peu, ce qui est beaucoup plus fun que comme apprendre dans un cours. Alors, c'est une manière de comme s'ouvrir un petit peu. Mais c'est vraiment Choc FM, c'est super. C'est génial. Et Maître Sylvie? Ouais, juste un peu pour faire un suivi sur ce qui a été discuté. Donc, moi, j'ai grandi dans l'Est de l'Ontario. Je suis un franco-ontarien. Souvent, quand que je me rends au Québec, on croit que je suis anglophone, donc on me parle en anglais tout le temps. Puis, même parfois, dans certains contextes, à cause de mon accent franco-ontarien, on me décourage de faire ça, de parler en français simplement parce que j'ai un accent. Ce que j'aimerais dire à tout le monde qui sont ici, je présume que vous parlez français, vous comprenez français.
faut pas se décourager si on a des accents. Les accents sont beaux. C'est une belle chose. Que ce soit un accent franco-ontarien, québécois, de la France, parisien, peu importe de la région ou franco-albertaine, franco-sasquoise, tous les accents sont beaux. Donc, le message qu'on envoie aux gens quand on leur parle dans une autre langue alors qu'ils essaient de parler en français, c'est de les décourager. Ce que je vous challengerais de faire, c'est de ne jamais faire ça dans le futur. Puis en fait, de demander à ces gens de vous parler en français. Moi, j'ai des amis très proches qui sont des francophiles. Puis à chaque fois que je présente avec eux dans une discussion, puis ils essaient de, par exemple, commander au restaurant en français, la personne qui répond en anglais décourage cette personne de faire les efforts qui sont nécessaires pour préserver notre langue et notre culture. Donc, je vous challenge en fait d'être des avocats, même dans ces petites circonstances, et de répondre en français, d'encourager cette personne de desservir le client ou la cliente en français. Puis, le message que tu vas envoyer à la personne qui essaie d'exercer ou de parler en français, c'est que ça vaut la peine de faire les efforts. Puis, tous les accents sont beaux. Si j'ai un accent en anglais au Texas, puis un accent de New York et un accent australien, sont tous beaux, ces accents-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on décourage les gens qui sont en situation minoritaire au Canada, qui essaient de parler leur langue ou même leur deuxième langue ou leur troisième langue? Donc, je vous donne ce challenge-là quotidiennement. C'est à vous de faire ces efforts-là. Puis, en se faisant, on va vraiment essayer de préserver la langue française en Ontario en situation minoritaire. C'est très beau ce que vous avez dit, Marc. C'est vraiment, je partage vraiment entièrement ce que vous venez de dire. Et c'est le thème de la langue, c'est tellement vaste ce que Madame la vice-doyenne avait dit, justement, que tellement dommage que la langue puisse être utilisée comme sous forme un argument pour discriminer, en fait, alors que ce n'est que du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfois utilisé à des mauvaises fins, de mauvaise foi. Donc, nous allons dire, ah non, cet accent ne correspond pas. Et là, mais pourquoi est-ce que justement, c'est complètement l'opposé de ce que vous venez de dire. Donc, cette non-acceptation de différentes façons de dire les choses, d'exprimer. Voilà. Donc, je trouve que c'est un sujet fascinant, vraiment. Donc, la langue, culture, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Mais juste pour ajouter, j'encourage vraiment tous les étudiants à lire. Vous savez comment, c'est la même chose dans toutes les langues. Plus vous allez lire un auteur, plus vous allez écrire comme vous allez être influencé par cet auteur. Donc, vous allez être influencé par la langue. Vous allez commencer à incorporer la façon de penser, etc. Vous allez même commencer à rédiger comme cet auteur. Vous vous êtes sûrement rendu compte que plus vous lisez un certain auteur, plus vous êtes influencé par sa façon de penser, de s'exprimer. La même chose dans toutes les formes d'art. Plus vous écoutez un certain musicien, plus vous allez commencer à jouer comme lui. Ou si c'est un instrument. Donc, je dirais que c'est la même chose pour la langue. Plus vous lisez un certain auteur que vous aimez, vous allez être forcément influencé. Donc, vous allez améliorer vos connaissances linguistiques et ça va être que du bonus. Lisez. Non seulement pour le droit, c'est important pour votre profession de demain. Vous allez devoir lire énormément, non seulement de la jurisprudence, mais les autres choses. Donc, lire et bonne lecture. Voilà. Et voilà. On passe au suivant. Ouais, je pense que la lecture, comme tu veux trouver des activités le fun à faire pour apprendre une nouvelle langue. Je sais pas si c'est disponible. Ça serait disponible, mais il y a des fois des groupes meet-up aussi comme Babbel, où ce que des gens se rencontrent et se parlent dans une certaine langue. Ils vont juste avoir des discussions. Souvent, c'est en personne, donc je ne sais pas avec la COVID si ça se fait, mais ça, c'est comme une autre chose à peut-être explorer. Mais ouais, juste parler à des gens en français,
Et encore une fois, comme regarder des films avec des sous-titres, je pense que c'est une façon géniale d'apprendre une nouvelle langue. Il y a des personnes qui apprennent l'anglais de d'autres pays comme juste en écoutant forcément à écouter des cartoons en anglais pendant leur jeunesse et comme ils apprennent ça comme ça. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment un bon conseil, c'est vraiment de trouver une activité pour apprendre la langue française et que ça soit je dis diversifiant, divertissant à apprendre. Ouais. Professeur Evans-Cameron, allez-y. Je sais qu'on doit terminer. Je veux juste dire, pour ce qui est des accents, j'ai mis un lien dans le chat. Si vous n'avez pas encore vu Ceinture fléchée colorée, c'est comme le hymne des jeunes franco-ontariens. C'est ce qui remplace mon beau drapeau maintenant pour les en dessous de 16 ans. C'est super mignon. C'est un gang d'enfants. Si vous avez comme 3 minutes à le regarder. Et puis, il parle des accents, de la grande variété d'accents dans la communauté franco-ontarienne. Et il célèbre ça et c'est vraiment super. Merci beaucoup, beaucoup. Kafila, je passe à toi. Oui, I am very conscious of the time, so I will just wrap up very, very quickly. Merci à tous nos conférenciers. That was, again, I already said, but that was incredible. I feel on behalf of LAFSA, just so privileged to have had you guys here. Just the caliber of you guys is incredible. And I think the conversation went better than I was even anticipating. So for that, we thank you so sincerely. LAFSA is still a very small group. I believe we only have 13 members, but we are mighty, small but mighty, small but fierce. And thank you guys so much for your support. As I said earlier, here at Lincoln Alexander, I think access to justice is so our credo. So it really means a lot to us that we were able to get panelists that feel so passionately and similarly. And I hope just moving forward, you bear us in mind. Lincoln Alexander, we are super here for you guys. We want to support you guys. And hopefully you guys are on board with us too. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. Merci. Have a great night, everyone. Thank you guys for tuning in. Merci beaucoup. Au revoir.